Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine chaotique sur les marchés qui se termine positivement, on l'espère en tout cas. Les indices européens sont bien ancrés dans le vert avant la clôture, avec une hausse de 1,5 à 2% pour les principaux indices européens. Et Wall Street a bien attaqué cette séance. La semaine restera néanmoins une semaine marquée par des mouvements très violents sur l'ensemble des classes d'actifs, les marchés actions, les marchés obligataires, les marchés de devises également, sans parler des marchés crypto qui se sont crashés ces derniers jours. Bref, beaucoup de nervosité dans les marchés et nous parlerons de ce sentiment de marché très variable ces derniers jours avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Un des mouvements emblématiques de la semaine sur les devises aurait été quand même la baisse brutale de l'euro. Alors oui, le dollar continue de monter contre toute devise, mais on a vu quand même une accélération à la baisse de l'euro ces derniers jours qui est passé sous 1,04 désormais et qui teste ses plus bas niveaux depuis 5 ans, depuis le premier trimestre 2017, autour de 1,0350 en cette fin de semaine. Voilà donc pour les gros mouvements que nous allons commenter dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché. Et puis le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Rendez-vous une fois par mois avec les équipes de YoMoney pour un point sur les dernières tendances en matière d'ETF, que ce soit à travers les flux de collecte ou de décollecte que l'industrie ETF a pu recenser sur le mois d'avril, et puis les dernières tendances également en termes de lancement de nouveaux produits. C'est Alexis Nac qui sera avec nous en visioconférence à 17h45, le directeur de la gestion de YoMoney. Des marchés européens qui terminent la semaine sur une note positive, une semaine qui aura été préservée puisque le bilan hebdomadaire en Europe sera positif. Les infos clés en cette fin de séance européenne avec Alix Nguyen. C'est finalement une franche hausse pour le CAC. L'indice se trouve soutenu par la progression de Wall Street. Les dernières déclarations de Jérôme Powell semblent avoir contribué à une forme d'apaisement. Le président de la Fed a réaffirmé hier dans un entretien à Marketplace que des hausses de taux de 50 points de base lors des 2 prochaines réunions seraient appropriées et d'ajouter qu'une augmentation de 75 points de base n'est pas activement envisagée. Sont donc relégués au second plan les propos de ce dernier, évoquant un atterrissage en douceur de l'économie qu'il serait difficile de garantir. À New York, le titre Twitter dégringole alors qu'Elon Musk remet en cause le rachat du réseau social du fait de chiffres trompeurs sur ses abonnés et chiffres d'affaires. Sur le plan des statistiques, dans la zone euro au mois de mars, la production industrielle a reculé d'1,8%. C'est en Slovaquie et en Allemagne que l'activité industrielle a le plus baissé, de l'ordre de 5%. Le reflet de 2 économies faisant partie des mieux intégrées aux économies russes et ukrainiennes. La production allemande est aujourd'hui 10% inférieure à son niveau de février 2020. Au mois de mars, les commandes à l'industrie allemande ont plongé de 4,7%. Sur le front des changes, après son plancher de 5 ans, l'euro se stabilise à un peu moins d'1,04 $. Dans l'actualité de sociétés françaises, Saint-Gobain annonce avoir finalisé 2 acquisitions, celle de Global SFC et Monofrax LLC. Elles représentent environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bouygues annonce avoir signé avec Engie le contrat d'acquisition d'Equance, opération dont la finalisation reste attendue au second semestre. Et puis, mal orienté en début de matinée, Orpea progresse désormais. Au cœur du scandale depuis la publication du livre Les Fossoyeurs, l'exploitant d'EHPAD a fait le point aujourd'hui sur sa situation financière. Le groupe fait face à des enjeux de financement majeurs du fait de ses investissements pour le développement de son parc immobilier et d'un échéancier important de sa dette. Dans ce contexte, au titre de son exercice 2021, Orpea ne proposera pas le versement d'un dividende. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Alexis Dumont est avec nous ce soir, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Axel Bott nous accompagne également, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Sophie Chauvellier de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Petit tour de table pour parler de votre sentiment de marché parce que oui, dans l'analyse des marchés, le sentiment est un axe d'analyse important. Et on a l'impression, au terme de cette semaine, alors que je décrivais très chaotique, des mouvements très très violents sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, on a l'impression quand même que la violence des mouvements est un peu déconnectée des fondamentaux, ou en tout cas de l'évolution des fondamentaux tels qu'on les suit jour après jour, semaine après semaine. Le monde n'a pas changé totalement en une semaine, c'est qu'il y a beaucoup de sujets d'inquiétude, mais comment est-ce qu'on explique la violence des mouvements qu'on a pu observer ces dernières séances ? Alors, le diagnostic n'est pas absolu et je pense qu'il y a de toute façon plusieurs diagnostics sur le marché et beaucoup de forces qui s'opposent, mais c'est un mouvement, on pourrait quasiment dire que c'est un mouvement qui a commencé en réalité par le dégonflement des valorisations des segments les plus spéculatifs de la cote, déjà en début d'année dernière. Donc on a commencé par dégonfler les valeurs les plus spéculatives, notamment la tech non profitable aux États-Unis, un certain nombre d'actions qui étaient portées en fait par le marché retail aux États-Unis, donc les petits porteurs, qui avaient été gonflés à la sortie de la crise du Covid. Et cette correction, elle s'est, en début d'année, au regard de l'ampleur des interrogations qu'on pouvait avoir autour de l'évolution de l'inflation et du risque d'un durcissement plus fort des politiques monétaires, elle s'est étendue au reste de la cote. Et là, on est vraiment dans cette phase qui est effectivement aujourd'hui, de façon très tangible, le ralentissement de l'économie est modéré, d'autant plus qu'on a les effets de la réouverture post-Covid. Donc, l'activité, finalement, semble aller assez bien. Quand on se balade dans la rue, on n'a pas l'impression d'être en ralentissement très, très fort. Pour autant, le marché, bien entendu, anticipe toujours et se projette dans la configuration où un durcissement des conditions financières avec des chiffres d'inflation toujours très élevés. On a eu les chiffres cette semaine qui étaient décevants aux États-Unis. Avec des parce que trop élevé encore. Parce que trop élevé encore. Conduirait inévitablement, à un moment dans les mois à venir, à une récession, à un atterrissage dur. Et c'est vrai qu'Alix le rappelait tout à l'heure, mais Jérôme Powell lui-même a bien dit hier qu'il n'était pas garanti qu'on puisse avoir un atterrissage en douceur, puisque en fait la stickiness, qu'on appelle la stickiness, c'est-à-dire la durabilité, la rigidité. J'ai trouvé la traduction française. Des mesures cœur, au travers des loyers, au travers des services, etc., fait qu'on va avoir une inflation probablement durablement trop élevée. Et dans cette configuration, trop élevée, ça veut dire pas 3-4, ça veut dire peut-être 5-6. Et dans cette configuration, effectivement, la politique monétaire doit être plus dure. Et donc on en arrive au moment où on attaque les GAFAM, pour dire les choses simplement. Oui. Le fait marquant de la semaine, c'est que la plupart des grandes GAFAM étaient déjà sur des baisses de 20%, sauf Apple. Ça y est, Apple, qui a toujours été un des leaders importants du marché américain, entre à son tour en territoire de baisse marquée de plus de 20% par rapport à son point haut de début d'année. Je pense qu'en fait, d'abord, on a dégonflé effectivement les valeurs les plus spéculatives, puis on arrive un peu progressivement sur les joyaux de la couronne. Et c'est aussi ce qui amène certains à s'interroger sur une éventuelle capitulation de marché. Est-ce qu'on est au bout de cette phase de correction ou pas ? Quand on commence à attaquer effectivement les valeurs chouchous de la cote, c'est qu'on commence à arriver au bout de... Je pense que ce qu'on est en train d'observer, c'est une phase de normalisation des valorisations. On avait eu, sortie de Covid, donc une sorte d'envolée lyrique sur un certain nombre de thèmes, alors que ce soit des thèmes qui soient liés à l'économie verte, que ce soit des thèmes qui soient liés à la digitalisation, etc., qui avaient bénéficié du Covid. Et ce dégonflement des valorisations, ce dégonflement est en train de s'opérer. À notre sens, et notamment sur les grandes valeurs, il n'est pas nécessairement complètement terminé. D'accord. Non, mais c'est quand même un début de réponse. Quand on attaque, alors effectivement, les valeurs patrimoniales comme les GAFAM, c'était le stratégiste de BofA qui le disait comme ça ce matin. Là, une vraie capitulation, c'est quand on commence à vendre ce qu'on adore. Donc c'est le cas visiblement aujourd'hui, Axel. Est-ce que c'est suffisant pour parler déjà d'une liquidation, d'une capitulation au terme de cette semaine ? Il y a un peu de liquidation et de capitulation, c'est certain.
il y a un signal qu'on verra quand on sera vraiment à la capitulation, c'est la corrélation 2 à 2 de tous ces titres. Alors c'est peut-être ce qu'on est en train de voir avec le rattrapage des grandes valeurs. Quand on aura des niveaux de corrélation très très marqués sur tous les titres, là ce sera peut-être le signal du point bas de la capitulation, du maximum de la capitulation. Mais on a aussi des signes de cette forme de capitulation sur d'autres marchés. Quand on regarde les marchés des matières premières, par exemple, on a depuis plusieurs jours une accélération de la baisse qui est très forte et qui est liée à la liquidation des positions spéculatives. À un moment, vous ne pouvez plus payer l'appel de marge. L'appel de marge, évidemment, il est lié au coût de l'argent, au resserrement monétaire. Donc c'est aussi un signal qui doit nous alerter. Et sur le marché action, on le sait que la margin debt est très, très élevée encore. Donc on a beaucoup alimenté la hausse dont parlait Sophie précédemment, avec cet engouement pour des petites valeurs non profitables et extrêmement spéculatives. Donc on sait qu'on a accumulé une dette gagée sur ces titres. Peut-être un des choses qui me vient à l'esprit comme ça, c'est le deal de Musk, disons, avec un appel de marge sur la valeur de Tesla. Donc, il gage ses titres Tesla, enfin, on va en parler au passé pour l'instant, parce que le deal est suspendu, mais il gage ses titres Tesla pour financer son acquisition de Twitter. Voilà, c'est typiquement ces effets de seuil qui peuvent engendrer des appels de marge et des liquidations forcées. Donc, on n'est pas encore à ce point-là, c'est ce qui peut être un peu inquiétant encore à ce stade. Et c'est lié du point de vue de la gestion cyclique. Est-ce qu'on est au pic au quiche-nez des banques centrales, du caractère très restrictif dans le discours de la Banque centrale? Pour l'instant, Powell temporise en disant on ne fera pas plus que 50. Il parle des 2 prochains meetings. Mais Loretta Muster, par exemple, qui est la présidente de la Fed de Cleveland, qui a un droit de vote cette année, disait oui, on n'en parle pas pour l'instant, mais s'il le faut et si on est contraint de le faire, on le fera. Et effectivement, le marché, je pense, espère encore qu'il y aura un point d'inflexion à un moment, peut-être au cours de l'été. On parle déjà de Jackson Hole comme étant souvent des points de retournement, mais le dernier Jackson Hole, c'était une plantade monumentale sur le caractère temporaire de l'inflation. Donc, je ne suis pas sûr qu'il s'engage à soutenir les marchés, alors même qu'on aura encore des niveaux d'inflation très élevés et que je pense que le deal avec l'administration Biden, c'est de maintenir, un discours qui favorise un peu la maîtrise de l'inflation, au moins jusqu'au midterm, vu que ça va être un enjeu majeur pour l'issue des élections. Donc, je pense que le marché essaye de se rassurer en regardant les petits messages marginalement dovish de Powell, mais le put, il est encore très loin, je pense. Et donc, les effets techniques de marché que vous décrivez, oui, attention, les réactions en chaîne peuvent être encore un peu plus violentes que ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, Axel. Oui, on a vu aussi, alors c'est peut-être très loin des marchés actions, mais en début de semaine, on a vu un mouvement de couverture des positions short-to qui était massif. Bon, c'est vrai qu'il y avait des profits à prendre vu les tensions précédentes. Donc, probablement beaucoup d'acteurs spéculatifs avaient cette position vendeuse qui convenait de couvrir avant la publication de l'IPC, parce qu'on s'attendait qu'il y ait une petite inflexion. Un pic. On voulait voir le pic. On l'a vu, mais c'est un peu en dents de scie sur des niveaux élevés, quoi. Donc c'est encore sur la cime de la montagne. On a eu par ailleurs des gros trades sur des options de taux qui couvrent des scénarios de très baissiers taux. Et donc c'est ça qui a aussi emmené un petit peu le marché. Les marchés de taux a corrigé beaucoup, de 3,20 en début de semaine. Quand je disais les mouvements de la semaine sont difficilement explicables avec les fondamentaux, on était à 3,20 sur le 10 ans américain vendredi dernier, on s'est retrouvé à 2,80 cette semaine. Rien n'a changé dans les fondamentaux de l'économie américaine en quelques jours, et c'est bien ces phénomènes-là qui expliquent ce mouvement de détente qu'on a vu sur les taux. Oui, parce que le seul market mover qu'on avait, c'est les stades d'inflation qui sont globalement plutôt inquiétantes. Pierre-Alexis, votre sentiment, on a déjà dit beaucoup de choses pour décrire la situation de marché, mais on a l'impression que là, oui, effectivement, on est embarqué dans des phénomènes techniques qui sont compliqués, j'imagine, pour des gérants stratégiques avec des visions de long terme. C'est des marchés qui sont compliqués, j'imagine. Oui, alors, je pense qu'il y a vraiment une conjonction de facteurs. Si on prend la partie financière, en effet, il y a de l'effet de levier et des risques cachés un peu partout, et qui restent encore relativement forts, puisqu'on sort d'une longue ère d'argent gratuit, l'argent devient moins gratuit, on a des niveaux de levier sur les marchés, on a aussi sans doute des niveaux de levier sur certaines entreprises, où on peut avoir des... Voilà. Ah bah oui,
Oui. Non, mais c'est pour redonner un peu la perspective mais après, que ce sentiment soit très variable et très volatile, en fait, nous, ça nous surprend assez peu, même d'un point de vue fondamental, parce que vraiment, aujourd'hui, on a la conjonction de 3 facteurs qui sont entremêlés, et c'est rare d'avoir ces 3 facteurs au même moment, qui sont un resserrement monétaire, en tout cas une incertitude monétaire, et à une banque centrale qui est quand même un peu challengée. Voilà. On a une situation macro, qui a inflation, croissance, où on a eu quand même 10 années où on n'avait pas énormément de croissance, mais on n'avait pas d'inflation, donc c'était quand même relativement stable. Et en plus, on a du géopolitique en plus avec, pour la première fois depuis très très longtemps, disons des grandes puissances qui sont à la limite de l'affrontement. Donc, que d'une semaine sur l'autre, tout ça part d'un côté puis revienne dans l'autre, avec en effet des positionnements qui sont extrêmes sur les taux, sur les matières premières, que ça revienne et que ça reparte. Voilà. Donc, clairement, ça ne nous étonne pas. Nous, on ne voit pas forcément une capitulation violente, mais on peut avoir plutôt des phénomènes d'effritement, un peu ce qu'on avait eu entre les années 2000 et 2003, c'est-à-dire des marchés qui rebondissent, puis parce que finalement, il n'y a pas une restabilisation de la situation qui permet en effet d'avoir des marchés d'instabilité permanente, quoi. Voilà, des marchés aussi tendanciels. On a quand même eu des marchés avec une stabilité tendancielle et en faible volatilité, à part deux chocs externes. Qui ont été relativement extraordinaires sur le mois. Donc, non, mais quand on n'a connu que ça, effectivement, c'est bien de rappeler que oui, c'était une période extraordinaire pour ceux qui ont connu d'autres périodes. Oui. Non, mais après, on là, le prend aujourd'hui. Moi, j'ai pas connu la période d'inflation. Donc là, je suis en train de lire mes bouquins. Alors, qu'est-ce qui se passe en 70 voilà. Donc voilà. Mais on est c'est clair que on est dans des marchés qui seront plus volatiles, un sentiment qui est plus volatile et à mon avis qui est cohérent avec le contexte et qui devrait rester quand même un peu comme ça pendant un certain temps. Ce qui fait qu'en effet, d'un point de vue gestion, c'est assez compliqué parce que l'ajustement de curseur peut coûter très vite très cher. Si vous étiez passé short taux à 3,20 et que vous êtes à 2,80, voilà, ça fait comme un vrai écart. Donc clairement, il y a des mouvements de marché qui sont très forts. Après, voilà, là le point que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a, et ça c'est vrai, un sentiment extrêmement dégradé. Ça, c'est quasiment aux extrêmes. Par contre, on n'a pas du tout des valorisations dégradées. Voilà. Et donc, en effet, moi, je souscris au fait que... Aux US particulièrement, même en Europe. Mais même en Europe, vous regardez les grandes valeurs de qualité européennes. Sur la qualité, d'accord. C'est pas dégradé. L'Oréal, c'est encore 30 fois les bénéfices. Voilà. 40. Voilà, donc vous avez encore une certaine cherté. Après, voilà. Il s'avère que quand même, quand vous regardez les bénéfices de L'Oréal depuis le début de l'année, ça ne fait que ça monte au ciel. Donc voilà. Donc aujourd'hui, attention, c'est des sociétés qui, pour l'instant, dans leur ensemble, ont toujours délivré. On délivre de façon extraordinaire. Donc il va avoir un moment. Mais est-ce qu'on pourra les repayer au prix qu'on les payait avant ? Et ça, c'est le sentiment. Et ça, c'est le sentiment. C'est sans doute aussi les prévisions d'inflation, les anticipations d'inflation moyen-long terme. C'est sûr que si vous êtes des inflations à 4 plutôt qu'à 2, voilà, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Et on l'a vu, voilà, aujourd'hui, dans les grandes périodes inflationnistes, c'est pas forcément les bénéfices qui chutent, c'est les multiples qui chutent. Et donc attention, les multiples. Et donc, sur les valorisations, on n'est pas encore suffisamment à l'aise et confortable, notamment en Europe. Alors, vraiment, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que il y a vraiment un certain nombre de valeurs qui ont été portées ces dernières années, particulièrement depuis la sortie du Covid, par des thèmes. Donc, on était vraiment dans le monde de la thématique, la relance verte, l'énergie, etc. Et dans ces valeurs-là, il y a un très grand nombre de valeurs internationales, très qualitatives, très bien gérées, qui effectivement continuent à délivrer, dont la valorisation a commencé à se dégonfler, mais
pas complètement. Et on n'est pas revenu au niveau pré-Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment... Il y a plein d'exemples. Je suis toujours frileuse à donner des noms parce que moi je fais pas de politique, mais je veux dire, si on prend un SML et qui est monté en valo à 60 fois et qui est revenu là à 30, mais qui se paye encore 10 fois de plus qu'il y a... et des exemples comme ça, il y en a une palanquée. Donc il y a vraiment beaucoup de très belles valeurs qui ont été portées et tenues, et quelque part je dirais quasiment à juste titre parce qu'effectivement elles n'ont pas déçu. Et qu'elles offrent encore aujourd'hui une forme de visibilité dans un environnement qui se dégrade. Mais le but, c'est de revoir les valos d'avant le Covid pour ces boîtes-là, parce que le Covid a été un accélérateur pour un certain nombre de business quand même. Absolument, mais alors prenons l'exemple de Netflix, on en avait déjà discuté ensemble. C'est un très bon exemple, Netflix. Tout le monde s'est mis à souscrire à Netflix quand on était enfermé chez nous. Mais sauf que depuis, on est ressorti. Et puis, il y a Walt Disney qui est rentré. Et puis, il y a Amazon Prime qui a nourri son œuvre. Donc, la donne concurrentielle a changé. Ouais, je comprends. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont changé. Mais pour autant, les entreprises se sont adaptées. Il y a des nouveaux concurrents qui sont entrés, etc. Donc, oui, le Covid a changé des choses. Mais fondamentalement, les entreprises, elles bougent aussi. Donc, est-ce qu'on doit se payer durablement plus post-Covid ? C'est pas certain. Et effectivement, la hausse des taux d'intérêt amène aussi un reset des valos. Donc là, on a effectivement... Et c'est ça, et encore une fois, c'est ça qui prouve qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de capitulation. Est-ce qu'on doit en avoir une quelque part ? Peut-être pas. Là, il y a vraiment un débat. On est sur les 20% de baisse. Enfin, on était hier sur les 20% de baisse. Donc le bear market, très psychologique sur le S&P, qui est honnêtement une chute violente alors qu'il n'y a pas de récession. Enfin, c'est vraiment un mouvement violent. Pour autant, si effectivement, comme le dit Powell, la hausse, en tout cas la tenue de l'inflation... Personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas de récession. Disons qu'en tout cas, le durcissement des conditions financières au regard du niveau d'inflation qu'on a un coût. Donc évidemment, aujourd'hui, le marché réagit très fort et la récession, elle n'est pas à 3 mois. Je pense que là, c'est assez clair. Mais bon, il y a vraiment une question autour des valos, avec des valos qui peuvent encore se dégonfler. Vous voyez, là, en termes de valos, donc c'est 2 boîtes qui fonctionnent sur la logique d'abonnement. L'abonnement Costco, aujourd'hui, est mieux valorisé que l'abonnement Netflix. Costco, en bourse, se paye avec un PE un peu plus élevé que celui de Netflix aujourd'hui, aux États-Unis. Non, mais si. Oui, alors là, je ne me crois sur parole. Elle est plus chère que Google aussi. Voilà. Oui, voilà, on trouve des exemples... Donc, non, mais il y a... Mais c'est plutôt sain, c'est-à-dire que le marché, finalement, c'est le côté défensif. C'est un retour à la moyenne, comme on dit, c'est ça ? Juste, avec des phénomènes. Aujourd'hui, il y a une prime défensive, disons, ce qu'on appelait les boring stocks. Oui, bien sûr. Personne ne voulait acheter du Pepsi. Orange est à plus 20 year to date avec un CAC à moins 12. Parce qu'il ne pas grand-chose. Voilà. C'est des business très matures, avec un marché adressable qui est relativement mature et autres. Mais bon, là, vous êtes tranquille. Donc, vous achetez la tranquillité aujourd'hui. Voilà. Et donc maintenant, voilà. Nous, notre vision, c'est qu'à partir du moment où, disons, ces phénomènes inflationnistes et ces phénomènes de pic d'inflation, les investisseurs ont le sentiment qu'on est passé un peu derrière, peut-être qu'on reviendra sur un peu plus d'arbitrage, un peu plus... Parce que là, on a des marchés comme qui restent encore très macro. Voilà. C'est d'ailleurs, alors, c'est une idée qui devient très très consensuelle, Axel, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc 3 fois 50 points de base, il y a déjà une hausse de taux qui a été délivrée, 2 autres à suivre sur les meetings juin-juillet pour la Réserve fédérale américaine. Quel sera l'état du monde économique américain en juillet ? Est-ce que la Fed sera suffisamment rassurée pour marquer une pause, peut-être, comme certains le prônent, ou est-ce qu'il faudra peut-être penser à remettre du 75 points de base sur la table ? C'est 2 situations complètement différentes. Le marché semble privilégier l'idée que, oui, ça va se calmer, et qu'à un moment, la Fed va revenir sur du 25 points de base, voire une pause peut-être de quelques mois. Cette idée-là devient très consensuelle aujourd'hui. Oui, il ne faut pas oublier aussi dans sa diminution éventuelle du rythme des pas des hausses de taux de la Fed, c'est que dans le même temps, ils auront engagé le resserrement quantitatif. Donc le resserrement quantitatif va démarrer à partir de juin à demi-vitesse, en gros, et arriver en vitesse de croisière vers septembre. Alors c'est assez smart dans le sens où ils passeront la période où ils ont d'énormes tombées dans leur portefeuille. Donc, dans cette période-là, ils réinvestiront l'essentiel. Donc, du point de vue du marché, de taux en tout cas, et donc par voie de conséquence, tous les actifs risqués à duration longue, comme les valeurs de croissance qui dépendent des taux longs, c'est plutôt un facteur assez favorable.
Ensuite, c'est vraiment l'inflation. S'ils se trompent beaucoup sur l'inflation, ils vont être dans une situation inextricable. Dans l'IPC de la semaine dernière, je reviens là-dessus, mais la hausse de l'inflation et services, elle est quand même assez brutale. On est à 5,4 sur un an. Ça accélère. C'est tous les facteurs qu'on voulait venir depuis longtemps, notamment liés à la diffusion des prix de l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui est très sensible au taux et sur lequel la Fed peut agir. Donc forcément, ils seront tentés d'appuyer là où ils peuvent sur l'inflation. Et la seule modération de l'économie de la croissance américaine, que tout le monde attend, l'ISM, il n'est plus à 60, il est à 55 aujourd'hui, ce ne sera pas suffisant pour rebalancer là, ce déséquilibre offre-demande sur les services, par exemple. Alors, sur les services, je ne pense pas. Sur l'ISM, ça traduit plus la sphère manufacturière, en tout cas celui-là. Oui. L'ISM des services est plus stable. Mais surtout, je pense que ce sera... on aura un ralentissement, mais qui ne sera pas forcément de nature à engendrer une très forte dégradation de l'emploi. Parce que là, en fait, le mandat de la Fed, ce n'est pas la croissance de l'inflation, c'est l'emploi et l'inflation. Et là-dessus, on peut jouer... en tout cas, Powell peut arguer du fait que le chômage est à 3,5. Il y a toujours 2 postes à pourvoir pour chaque chômeur. Il faut un énorme choc d'activité pour effacer ces postes à pourvoir. Ouais. Et donc, on continuera probablement pas à créer en net 400 000 emplois par mois. De toute façon, l'augmentation spontanée de la population active, c'est plus de 150 000. Donc, on va invariablement converger vers ce niveau-là. Mais il faut un choc probablement monumental pour inverser les priorités et passer, disons, de la sauvegarde des marchés financiers devant l'inflation, devant ou le niveau de croissance. Donc, je pense qu'on va chercher ce point bas pendant longtemps et on risque d'être déçus pendant longtemps. Donc, il y a une vraie résilience du marché du travail. Et donc, c'est le moment d'y aller vite et fort, quoi, si je reprends un peu la terminologie de la Fed. Il est aussi possible que dans les 6 mois, l'inflation salariale soit au-dessus de l'inflation globale. Auquel cas, vous retrouvez des gains de pouvoir d'achat. Et là, il y a encore moins de raisons d'arrêter le resserrement monétaire. Est-ce que la Chine bouge ou pas sur le Covid ? Notamment, je sais que vous suivez ça toujours avec beaucoup d'intérêt, Sophie. J'ai compris que le Politburo disait zéro Covid policy, ça reste la top priorité. Maintenant, il faut quand même soutenir l'économie, les marchés, etc. Mais j'ai l'impression que dans la politique Covid, ils essayent quand même d'aménager un peu l'architecture, le design, pour essayer de faire baisser un peu cette pression sanitaire qui bloque toute perspective aujourd'hui sur la Chine. Oui, qui crée de vraies difficultés et qui crée des difficultés même à l'international sur les approvisionnements, bien que ça ne soit pas leur souci numéro 1. Mais on a un aménagement effectivement des mesures de confinement. Shanghai va sortir de confinement à courant mai. Enfin, à partir de la semaine prochaine, ils vont commencer à lever les lockdowns de façon plus importante. La démarche est maintenant plus pragmatique et j'aurais tendance à dire que ça dépend des villes et que ce qui s'est produit à Shanghai était un peu le scénario du pire puisque on avait un taux de vaccination des populations âgées qui était finalement relativement faible avec un vaccin chinois, on le sait, assez peu efficace. Donc ils ont eu le coût humain entre guillemets aurait été trop important. Pour vraiment avoir une politique entre guillemets plus accommodante du point de vue du Covid. On a vu que Pékin a été mieux géré. Voilà. Donc, mais ça reste une complexité et notamment l'OMC a publié un rapport où il disait qu'en fait ils adoptaient le type de politique qu'on a eu nous en Europe ou aux États-Unis. Vivre avec, ça serait 1,1 million de personnes au regard de la taille de la Chine, très rapidement, qui probablement décéderaient du Covid. Ce qui est politiquement aujourd'hui inacceptable au regard du chemin qui a été parcouru. Puisque en fait, tous les efforts qui ont été consentis par la population, dire aujourd'hui, tant pis, on lâche, c'est quelque chose qui est relativement inacceptable, surtout en amont du 20e congrès du parti, etc. C'est pas quelque chose de très pilotable pour Xi Jinping. Donc, pour l'instant, on est dans cette situation. C'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits, que maintenant, il y a des tests qui sont faits de façon hebdomadaire par tout le monde. Oui, c'est et ça. Pour pouvoir agir très, très rapidement, de façon plus ciblée. J'ai vu qu'ils veulent mettre dans les grandes villes, ces tests à moins de 15 minutes de la maison. Pour faire quoi que ce soit, pour tout le monde. Donc ça permet quand même un accompagnement, entre guillemets, plus ciblé et moins disruptif.
Mais ça reste extrêmement compliqué. Mais d'un autre point de vue, je pense qu'il y a aussi une forme de pragmatisme qui commence à s'imposer. On l'a vu à plein niveau. Il y a eu une conférence de presse hier avec beaucoup de déclarations. C'est vrai qu'on a été déçus, notamment sur la politique monétaire, qui est parue pas suffisamment accommodante, mais finalement, on se rend compte aussi que dans une configuration de lockdown, la politique monétaire ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'était pas le moment pour pousser dans ce sens-là. Mais là, il y a eu notamment donc un des responsables de la PBOC qui a dit sur le shadow banking, donc sur les prêts hors non prêts bancaires, sur la réglementation sur l'internet, etc. Il est possible que le nettoyage ait été fait. Sur la bulle spéculative de l'immobilier, il est possible que la bulle soit dégonflée, etc. Donc en fait, ils sont en train d'envoyer un certain nombre de signaux parce qu'ils ont besoin de soutenir la croissance. Il y a aussi également des signaux qui ont été, des annonces qui ont été faites sur l'infrastructure et sur des éventuels stimuli directs pour la consommation des ménages. Donc là, il y a une multiplication des faisceaux parce que c'est vrai qu'atteindre cette année 5,5% de croissance en Chine, c'est un véritable challenge. Je pense que du côté économiste, les gens les plus optimistes attendent 4, et avec effectivement un deuxième trimestre qui sera très, très, très impacté par les mesures de lockdown Covid. Donc, une situation qui pourrait s'améliorer en Chine, mais qui reste très compliquée. Mais il ne faut pas oublier non plus que la Chine, quand on s'inquiète de l'inflation, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, mais la Chine a quand même eu un rôle stabilisateur. Et c'est vrai qu'on a envie que la Chine aille mieux, mais pas trop vite non plus, parce que la Chine qui va mieux, c'est aussi une Chine qui consomme plus de matières premières. Oui. Et à l'heure actuelle, c'est un problème pour nous. Oui. Donc voilà, donc on est un peu pris en étau entre deux feux. On essaye de voir à chaque fois le côté positif d'une situation qui reste une situation délicate. Les sociétés exposées à la Chine, là, c'est compliqué. Enfin, le marché regarde quand même de près à nouveau ce genre de situation. Ça perturbe à nouveau beaucoup. Ça devait être quand même le driver pour la croissance mondiale en 2022, la Chine. Oui, alors un peu moins qu'avant quand même. Oui, moins qu'avant. Mais bon, au moment où nous devions ralentir, ça devait être le moment où la Chine s'était stabilisée pour revenir à une forme de normalité de croissance. C'est vrai qu'on est passé plutôt d'une politique zéro Covid qui avait plutôt bien fonctionné relativement aux autres au début de la pandémie à finalement une politique qui montre aujourd'hui ses limites et avec beaucoup plus d'impact sur l'activité que ce que peut avoir aujourd'hui les politiques qui ont été mises en œuvre, de vaccination qui ont été mises en œuvre dans les pays développés. Voilà. Maintenant, je rejoins, c'est-à-dire qu'il y a une preuve de pragmatisme. Ils ont accepté le vaccin américain, Pfizer, donc avec des commandes très importantes, et et visiblement ont en objectif de vacciner 80% des plus de 60 ans avec une troisième dose. Ils en sont à 60. Donc, voilà, on avance. Voilà, ça avance. Ils ont pris la mesure du problème. Maintenant, il est clair que tant qu'il n'y aura pas ce 80% atteint, on continuera sur des politiques zéro Covid assez dures. Avec des impacts potentiels sur la croissance. Après, oui, les sociétés qui sont exposées à la Chine sont touchées, mais pour l'instant pas énormément dans leurs résultats. Quand vous regardez les grands exportateurs européens exposés à la Chine. Oui. Sur le premier trimestre, ça a été encore assez pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Après, en effet, l'activité chinoise pose un problème en effet de maturité du marché, donc avec un ralentissement progressif qui fera que ce qui a été un formidable moteur par le passé le sera moins. Et ça, est-ce qu'on aura un autre moteur de ce type-là, ou est-ce que finalement on ira vers une croissance mondiale tendanciellement, parce que la Chine, c'est 50% de la croissance mondiale sur les 20 dernières années, je crois. Donc, voilà, il faut... ça, c'est une vraie question. Et après, l'autre question, qui est la question de la prime de risque. Voilà. Et qui est une vraie question maintenant. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes en Chine, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et attention, du jour au lendemain... Voilà. Et donc ça, c'est aussi pour les investisseurs une vraie question. Parce que beaucoup mettent, débattent, comme vous dites, l'investibilité et la prime de risque que vous mettez sur cette activité. Avant, vous aviez tendance à mettre une prime. Est-ce que vous allez continuer à mettre une prime ou plutôt une décote en disant oui, mais bon, attention, on peut avoir un vrai sujet à un moment ou un autre.
de non-accessibilité aux usines et à l'activité que vous avez créée là-bas. Axel, sur la Chine, je voulais vous emmener aussi sur le terrain des devises, mais le yuan est peut-être un élément intéressant à commenter. Ça a baissé vite en un mois quand même. Ça a baissé vite. Depuis fin février, on doit être à -7 sur vis-à-vis du dollar. Et on a vu en gros que toute l'appréciation qui avait eu lieu dans les 2 premiers mois de l'année par rapport au panier qui sert de référence à la PBOC pour fixer la parité journalière contre dollar, c'est dégonflé. Donc, est-ce que le mouvement est terminé ou en tout cas, est-ce que c'était leur objectif de ramener la parité à un niveau qui était celui qui prévalait au 4e trimestre? Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit la chose dont ils avaient besoin. Quelque part, l'extérieur était la chose qui marchait à peu près. Ouais. Parce que tout ce qui est interne, les services, la consommation, la dynamique immobilière, va très très mal. Donc, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de se protéger de la baisse peut-être du yen, ou il y a d'autres devises. Oui, le yen devient très compétitif. Très compétitif. Alors peut-être que c'est lié à ça, mais je m'étonne de la passivité de la PBOC face à la baisse du change, qui reflète beaucoup aussi les sorties de capitaux. Ah oui, c'est ça. Donc ces sorties de capitaux sont accélérées. Il fallait, soit pour les calmer, il faut beaucoup d'évaluer tout de suite. Mais là, pour l'instant, ils sont un peu suiveurs. On ne comprend pas bien vraiment la politique de taux. Je pense que si les sorties de capitaux continuent, on aura des limitations sur ce que les banques peuvent faire en termes de vente à terme de yuan. Ça, c'est en général le quota est piloté par la PBOC, donc c'est le moyen d'arrêter la spéculation baissière. Mais bon, la solution elle est plus interne, puisque quand on aura un petit peu apuré cette situation de Covid dans les zones de Shanghai, Shenzhen, la demande interne pourra repartir un peu plus, quoi. Et puis surtout le nombre incroyable de cargos qui attendent de pouvoir commercer avec la Chine pourra de nouveau s'établir. Et donc on retrouvera un petit peu d'allant de ce côté-là, sans même que le yuan soit en jeu, en fait. Donc je pense que j'ai un peu de mal à comprendre ce que fait la Banque centrale à ce stade. Ils ont été un peu pris de court par les sorties de capitaux, je pense. Il y a eu quelques déclarations tout à l'heure, effectivement, d'un officiel de la Banque centrale. Attention, ce n'est pas non plus un one-way trade, visiblement. Tout le monde regarde de plus en plus le Forex quand même depuis quelques semaines, avec des petites déclarations politiques qu'on n'avait plus vues depuis longtemps. Ça vient du Japon, des États-Unis, par-ci par-là. Rien de très agressif pour l'instant, mais c'est vrai que la volatilité est tellement importante sur les devises que, oui, effectivement, tout le monde a les yeux dessus aujourd'hui. Le mouvement de la semaine, quand même, proche de nous, c'est le crash de l'euro. Donc, je comprends que le dollar monte. J'ai quand même vu aussi l'euro face à d'autres devises baisser fortement, moins de 1,04. Techniquement, c'est quand même un sujet urgent pour la Banque centrale européenne, qui fixe pas la devise, bien sûr, mais l'inflation importée, c'est quand même dans son mandat, d'une certaine manière. Oui, on a quand même entendu les premiers commentaires qui s'inquiétaient un peu de la faiblesse de l'euro, évidemment pour des questions d'inflation importée. Bon, techniquement, pour les marchés, il y a cet objectif de la parité qu'on a vu sur le dollar suisse, par exemple. Donc, il est très difficile d'arrêter cette tendance à court terme. On a vu le sterling beaucoup bouger aussi, dès que la Banque d'Angleterre a laissé entendre que, on allait vers une récession avec le choc inflationniste. C'était assez sûr. Et donc, en gros, on a effacé une partie du resserrement monétaire. C'est-à-dire que la Banque d'Angleterre a encore une fois un peu perdu de crédibilité dans sa lutte contre l'inflation, et le sterling est décalé tout de suite. Elle était la première quand même à monter les taux. Oui, mais avec une politique très erratique. La communication est compliquée. Et puis le font en décembre. Et puis ils ne votent pas pour 50 en février. Et puis finalement, en mars, il y a 3 votes pour 50. Donc c'est toujours très erratique du côté de la Banque d'Angleterre. On peut citer les devises scandinaves sur lesquelles il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir aujourd'hui, et même où la Banque centrale de Suède a été assez préventive. Plus rapide dans sa première hausse de taux que ce qu'on imaginait. Que la BCE. Bien sûr. Pourtant, ils ont beaucoup de mal à tenir la devise. Le yen qui est parti jusqu'à 130 et qui finalement peut-être maintenant retrouve un peu de son caractère de valeur refuge. Donc il y a eu beaucoup de mouvements sur le change dans les 2 derniers mois.
C'est assez nouveau. Oui. Et je sais pas, ça crée des tensions, des problèmes de marché chez des acteurs de marché. C'est quand même des mouvements importants. Ça participe à, je sais pas, au sentiment de chaos un peu général. Oui, je pense que c'est... L'idée d'une guerre des monnaies, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose quand même ou est-ce que personne n'est en contrôle de ce qui se passe sur les devises aujourd'hui? Je pense que personne n'est en contrôle et le repli par défaut sur le dollar est quand même massif à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a... sur la semaine qui vient de s'écouler, il y a quelque chose je pense qu'on voit de façon rarissime, c'est qu'on a eu au niveau mondial sur les fonds, des sorties sur les produits de taux, sur les actions, sur l'or et sur actions, taux, crédit. Crédit, beaucoup dans les produits de taux, il y a un petit peu de réallocation. Le monétaire également. Monétaire. Donc le monétaire oui, également. Outflows everywhere, en fait, partout. Des outflows partout et disons avec le dollar qui monte. Et c'est un petit peu ça qui, en fait, refait du marché d'échange le truc qu'on regarde de nouveau, alors que c'était pas le point où la volatilité est la plus forte, en particulier sur le yuan, par exemple. C'était super stable. Oui, ça fait quelques semaines, quelques mois, effectivement, qu'on a cette nouvelle situation. C'est violent, quand même, les mouvements sur l'échange, non? Oui, alors, ce qui m'interroge plus, c'est qu'on en parle très peu. Ah bah nous on en parle tous les jours. Oui, vous en parlez. Non, mais je voulais dire, ça fait pas la une du JT de 20h. Non, je vous confirme, effectivement. Pas encore. Dans un monde plus calme, l'euro à 1,03, on en aurait surtout que le sujet de l'inflation est à la une en permanence. Oui, effectivement, mais la devise vient avec. Non, sincèrement, aujourd'hui, je pense que la priorité numéro 1, c'est l'inflation. Donc, mais de ce fait, des régimes d'inflation, des politiques monétaires qui divergent, ça fait quoi? Ça fait que vous avez des différentiels de taux qui se recréent. Et donc là, aujourd'hui, je crois qu'entre l'Europe et les US, c'est 200 points de base. 200 points de base, ça crée des flux assez importants d'achat. Mais c'est vrai que là, la force du dollar contre toute devise est relativement étonnante, sachant que dans le même temps, c'est quand même une zone qui a des déficits externes records. Donc ça veut dire que elle les finance pour l'instant sans aucun problème. Non, mais c'est sûr que on a changé de contexte. Voilà, on a eu vraiment une zone de stabilité forte sur les marchés financiers. Et là, on voit bien qu'on est dans un nouveau contexte où il y a vraiment des nouveaux risques qu'on n'avait pas. Alors pour l'instant, les entreprises en parlent assez peu, des devises. Je n'ai pas vu de gros avertissements sur des problématiques de couverture de devises. Visiblement, ils sont bien armés là-dessus pour le moment. Mais c'est clair que ça peut être un... Oui, ça rajoute encore un peu de désordre. Voilà, le point, c'est qu'à partir du moment où les politiques monétaires peuvent diverger, voilà, on va avoir des effets collatéraux de ces divergences qui vont être très fortes et qui vont se voir notamment sur le marché d'échange notamment. La tendance du dollar, elle peut... On voit des signes d'essoufflement, d'épuisement, rien du tout. Ça reste pour l'instant à sens unique. Moi, je pense que ça participe aussi de cette impression que les grands investisseurs sont en train de poser le stylo. Rapatriement par les investisseurs américains des actifs internationaux, énorme flou, vraiment directionnel. Des rachats massifs dont vous parliez. On déconstruit des positions qu'on a montées parfois pendant des années. Voilà. Après, il y a effectivement une justification fondamentale qui est l'écart de taux, mais surtout aussi le statut de valeur refuge du dollar. Et c'est vrai que là, on est dans une phase de grand pessimisme. Effectivement, vous le rappeliez au début, en fait, aucun d'entre nous n'a vécu les années 70. Donc, on est un peu en train de redécouvrir un schéma qui nous est étranger. Et du point de vue de l'investissement, c'est vrai qu'on a un peu tendance à avoir envie de poser le stylo et dire OK, maintenant les actions pas trop, les taux c'est trop tôt, etc. Donc hop. Ouais. Et puis on va voir ce qui se passe parce que l'environnement est très très compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que ce mouvement aussi, cette volatilité, ce mouvement très très violent vient un petit peu de ces phénomènes-là aussi. Bon, en conclusion, Axel, là, tout ce qu'on vient de décrire, cette espèce de nouveau régime de marché assez instable en permanence, oui, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête là, demain, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Quoi. Non, le retrait des banques centrales, les marchés redeviennent des marchés. Oui, je sais. Non, mais c'est vrai que comme on en parle tous les jours, on se dit, ça y est, c'est anticipé, c'est intégré. Non, c'est une histoire qui est ongoing. Ongoing, effectivement.
Merci à vous trois, merci d'avoir été les braves de cette émission du vendredi. Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management et Pierre-Alexis Dumont, directeur actions et convertibles de Groupama Asset Management. Séance qui s'est bien terminée, je le précise, celle-là en tout cas, plus de 0,5% pour le CAC 40 ce soir en clôture. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Yomoni et son directeur de la gestion, Alexis Nac, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Alexis, merci d'être avec nous. Une fois par mois, on profite de l'observatoire ETF que vous avez construit et créé chez Yomoni pour prendre connaissance des derniers mouvements en termes de flux de collecte ou de décollecte pour l'industrie ETF dans son ensemble et puis regarder également un peu les dernières tendances en matière de nouveaux ETF lancés par les émetteurs. Alexis, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà du mois d'avril en termes de collecte générale pour l'industrie des ETF et qu'est-ce qui a le plus attiré les investisseurs sur le mois d'avril ? Alors déjà, le fait le plus marquant sur le mois d'avril, c'est que malgré les fortes turbulences qu'on a connues sur les marchés financiers, la collecte en ETF a très bien résisté, je dirais, à ce contexte, vu qu'elle a continué à collecter 14 milliards d'euros sur le mois. Alors on est nettement en dessous des niveaux qu'on avait connus en début d'année, où on était plutôt sur des niveaux de 30 milliards d'euros de collecte, mais on est quand même sur une collecte qui reste significative sur les ETF. La moitié de la collecte, plus de la moitié même de la collecte a été captée par les actions internationales. En revanche, les actions européennes, elles, ont continué à décollecter. Elles ont subi une décollecte de plus de 1 milliard d'euros sur le mois. Les investisseurs continuent à sortir de cette zone géographique. Et on a, au sein des actions européennes, également observé un mouvement de rotation sectorielle important du secteur financier vers celui de l'énergie. Donc là aussi, c'est directement lié aux craintes liées à la guerre en Ukraine. On voit qu'il y a encore des flux massifs de sortie des actions financières, bancaires, vers celles du secteur de l'énergie. Bon, un intérêt quand même toujours pour les actions globales dans leur ensemble, pas d'intérêt pour les actions européennes, on peut le comprendre sur le mois d'avril. Est-ce qu'il y a d'autres zones géographiques qui trouvent un intérêt particulier chez les investisseurs encore aujourd'hui, Alexis ? Alors ce qui est étonnant, c'est que l'intérêt sur les actions émergentes demeure, parce qu'on a encore une collecte très forte sur les marchés actions émergentes avec 1,3 milliard d'euros de collecte sur cette zone géographique, malgré le fort ralentissement qu'on connaît en Chine. Les flux continuent sur les actions émergentes. Donc ça, c'est vraiment assez étonnant. C'est pas le premier mois qu'on le constate. Et exactement. On ne peut pas dire que les marchés émergents se comportent bien. L'ensemble des marchés se comportent plutôt mal aujourd'hui, mais les marchés émergents sont quand même eux aussi pris dans la tourmente. Donc intéressant, on suivra cette tendance avec vous, mais pour l'instant, plus les marchés émergents baissent et perdent en valorisation, plus ça incite les investisseurs à en remettre, si je comprends un peu l'idée, Alexis. C'est ce qu'on observe en tout cas sur les marchés des ETF ou de la gestion indicielle. On a encore des flux en effet qui entrant sur les actions des pays émergentes et en effet des pays de la Chine en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres classes d'actifs ? On pense notamment à l'obligataire, Alexis. Alors si on regarde au sein des obligations, on a eu des collectes très importantes sur les obligations d'État, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On voit que les investisseurs commencent à être à la recherche de rendement. On a en revanche une décollecte assez significative sur la classe d'actifs high yield, sur les obligations émergentes et sur les obligations à haut rendement en Europe. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire des flux et de ce mois de collecte qui reste un mois de collecte positive pour l'ensemble de l'industrie ETF. Alexis, qu'est-ce qu'on peut dire du podium des acteurs, des émetteurs ETF ? On a toujours à peu près les mêmes, mais parfois l'ordre varie un peu d'un mois sur l'autre. Alors, avant de passer aux acteurs, je voulais revenir aussi sur une autre tendance qu'on a observée, qui est intéressante sur les supports durables. On voit que dans ces périodes de forte volatilité, une fois de plus, les supports les mieux notés en termes de durabilité ont été délaissés, parce qu'ils ont représenté moins de 15% de la collecte.
alors qu'on était plutôt sur plutôt sur de la collecte. Ces supports représentaient plutôt près de la moitié de la collecte l'année dernière, hein, souvenez-vous. Et là, on voit qu'ils ont été complètement délaissés pendant ces périodes de forte volatilité. On peut juste... Il y a une explication plausible derrière ce désintérêt un peu plus marqué, toujours plus marqué depuis quelques mois pour les ETF soutenables notamment. Il y a une question de valorisation, c'est des thématiques qui sont encore trop chères aujourd'hui dans des marchés compliqués. Est-ce qu'il y a une explication qui vous paraît plausible, Alexis ? Alors, je pense qu'en effet, ça doit être très lié à la valorisation, hein, parce qu'on voit que les fournisseurs d'ETF, et j'en parlerai tout à l'heure, continuent à lancer beaucoup d'ETF autour de ces thématiques. Hein, donc, c'est qu'ils sont persuadés que ce sont des thématiques porteuses à plus long terme, à moyen long terme. En revanche, à court terme, on voit que là, il y a une défiance sur ces thématiques responsables lorsque la volatilité revient sur les marchés. Et la valorisation, en effet, doit en expliquer une bonne partie. Non, mais des tendances très intéressantes, effectivement, là, qui se confirment encore sur ce mois d'avril. Le classement des acteurs, Alexis, alors ? Alors, le classement des acteurs, on a eu un mois en demi-teinte pour le groupe Amundi Lyxor, qui reste depuis le début de l'année le leader européen avec plus de 10 milliards d'euros collectés, malgré une collecte moyenne, je dirais, sur le mois de 800 millions. Et c'est un bon mois pour les sociétés de gestion françaises parce qu'on a BNP qui fait un très bon mois de collecte parce qu'elle talonne Amundi Lyxor sur le mois. Elle reste moins sur le podium depuis le début de l'année, mais elle fait un bon mois avec une collecte pratiquement équivalente à celle du groupe Amundi Lyxor sur le mois d'avril. Et donc quoi, je comprends en creux que BlackRock reste numéro 1 ? Et BlackRock reste... Oui, non, mais... Il n'y a même plus besoin de le dire. Bon, et parlons alors effectivement de ce qui vous a attiré l'œil, en tout cas en termes de lancement de nouveaux produits ETF. Là, quelles sont les tendances ? Vous le disiez, Alexis, on peut reprendre la discussion là-dessus. Même s'il y a moins de collecte sur les ETF ESG ou soutenables, ça reste en tout cas pour les émetteurs un secteur ou un thème sur lequel il y a encore des produits à apporter. Exactement. On l'observe une fois de plus ce mois-ci sur une trentaine d'ETF qui ont été lancés sur le mois d'avril. Tous les ETF qui ont été lancés sont soit sur des thématiques responsables, soit sur des thématiques sur les méga-trends du futur. Ce mois-ci, on a Amundi, HSBC et SPDR qui ont étendu leur gamme d'ETF alignés sur les objectifs de l'accord de Paris, les fameux indices PAB, dont le principal objectif est de limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés. Donc ça, c'est une tendance qu'on observe chez tous les fournisseurs d'ETF qui lancent des ETF qui répliquent ces indices. On a ETC Group, le spécialiste européen, j'en parle souvent, qui fournit d'accès aux actifs numériques, qui a lancé un ETF investi dans les sociétés qui participent au développement du métaverse, thématique du futur dont on parle beaucoup. Et enfin, on a également un ETF, vous savez, le gérant d'ETF qui s'est mis... comme spécialité de créer des ETF en marque blanche, qui a lancé un ETF sur une thématique vraiment encore plus concentrée, qui investit dans des actions qui sont axées sur le thème de la mobilité verte. D'accord, donc toujours effectivement cette série thématique, les méga-trends du futur, et puis quand même la tendance climatique, on va dire ça comme ça, les ETF alignés sur les accords de Paris, qui restent là aussi des produits et des nouveaux produits importants chez les émetteurs. Alexis, qu'en est-il des derniers mouvements peut-être que vous avez pu décider dans les gestions de Yomoni ? Le marché bouge très très vite. Les tendances de fond restent à peu près les mêmes, c'est-à-dire que c'est négatif pour les actions, c'est négatif pour l'obligataire, et on voit d'ailleurs même des marchés actions qui arrivent pour certains d'entre eux à des niveaux de baisse qui deviennent assez spectaculaires. Le Nasdaq est assez emblématique de ce point de vue-là. Alors en effet, les mouvements actions ont suivi les risques qui ont considérablement augmenté depuis le début de l'année, notamment les risques inflationnistes, avec, je dirais, 2 événements marquants cette année, le ralentissement en Chine et la guerre en Ukraine, qui a pesé encore sur l'inflation, qui était déjà le principal risque qu'on avait identifié en début d'année. Dans ce contexte, nous, on reste à l'écart, on reste sous-pondéré aux actions européennes. On pense qu'il y a un risque non négligeable de récession en Europe, avec une banque centrale européenne qui est dans une position très délicate, parce qu'elle a peu de marge de manœuvre pour agir, parce que
Elle doit lutter contre une inflation sur laquelle finalement elle n'a pas beaucoup d'emprise, sans casser une croissance qui était déjà fragile et qui était encore fragilisée par la guerre en Ukraine. En revanche, on a augmenté légèrement notre exposition aux actions américaines. Alors même si, comme vous dites, il y a beaucoup de risques qui sont identifiés à moyen terme, on pense qu'une bonne partie de ces risques pourraient être intégrés dans le cours des actions, et notamment après le mouvement spectaculaire qu'on a vu sur les taux. On pense qu'il y a peut-être un point d'entrée intéressant sur les actions américaines. Je dirais l'effet de la hausse des taux sur la valorisation des actions américaines est peut-être en partie derrière nous. On a quand même le PE, le Price Earning Ratio des actions américaines qui est revenu proche de sa moyenne long terme, et on s'est dit en tactique c'est peut-être un point d'entrée à court terme sur les actions américaines. Merci beaucoup Alexis pour tous ces éléments que vous nous apportez. Une fois par mois, Alexis Nac, le directeur de la gestion de Yomoni, est avec nous pour nous faire profiter de son observatoire ETF, les dernières tendances, avec encore un mois de collecte positive pour l'industrie ETF au mois d'avril. Voilà pour cette édition de Smart Bourse qui vient conclure une semaine chaotique sur les marchés, mais qui se termine quand même positivement, je vous le rappelle, avec une reprise de plus de 2% pour les actions européennes en cette fin de semaine. Les actions européennes qui auront réussi à afficher un bilan hebdomadaire positif sur l'ensemble de ces 5 séances. Alexis Nac était avec nous, je le rappelle, directeur de la gestion de Yomoni, et on se retrouve donc lundi à 12h30 en direct sur Bismart.